Merci Antoine. Et puis, déjà, moi, je ne suis pas astronome, donc je suis venu un petit peu par hasard. J'ai rencontré Antoine en 2010 en assistant au cours. Donc, je suis un de ceux qui a été suffisamment intéressé par le projet pour décider de descendre. Je suis descendu la première année avec ma fille. Puis elle a fait tellement de publicité que mon fils a voulu venir aussi l'année suivante. Donc je pense qu'on va y retourner. Donc je vais essayer de présenter rapidement quelques aspects pratiques sur les mesures topographiques et donc comment récupérer les données dont on a besoin pour bien mesurer très précisément les différentes parties du système et comme on a vu, essayer de faire que les choses s'imbriquent bien de façon précise au micron près. Donc je vais rapidement, pour aller, la première partie sur la présentation du site a déjà été un petit peu présentée, donc je vais passer rapidement là-dessus. Je vais m'attarder un petit peu sur les problèmes de système de coordonnées. En fait, c'est quelque chose qui nous a posé quelques problèmes, je ne pensais pas que ça allait être compliqué. Donc, je vais montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que les systèmes de coordonnées, et puis ensuite comment optimiser la géométrie, quels outils on pourrait utiliser, et puis préparer la campagne pour 2013, pour l'année qui vient. Donc très rapidement, vous avez déjà vu les photos, le site est dans la vallée, il y a un treuil qui tire le câble porteur en bleu, 3 câbles qui servent à manipuler la nacelle. Donc un des points particuliers, un des points importants est d'être capable de repérer très précisément la position de ces différents points d'accroche de manière à pouvoir calibrer le système et déplacer la nacelle de façon précise. Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe? L'étoile commence à devenir visible. Donc ici, j'ai modélisé, j'essaie de montrer ici, donc les deux miroirs qui sont environ grossis 100 fois par rapport à la réalité sur cette image-là. Une image de l'étoile ici qui arrive, les rayons de l'étoile qui vont taper sur les miroirs reviennent sur la nacelle qui est là. De façon pratique, juste à des fins d'illustration, j'ai exagéré les angles. Je pense qu'on va, je ne sais pas ce que tu disais, on va regarder le transit sur 5 à 10 degrés peut-être. Ici, j'ai mis 30 degrés à l'est à 30 degrés à l'ouest. Donc pourquoi on est obligé de mesurer? Parce qu'en fait, j'ai récupéré, ici, j'ai un modèle numérique de terrain qui a à peu près les données les plus précises disponibles par l'IGN en ce moment. C'est des données qui sont à quelques mètres près, avec des endroits en fait, où on ne sait pas très bien comment ça se passe en altitude. Et en fait, la plupart des données ont été filtrées de manière à faire une courbe relativement douce, donc qui peut ensuite être revendue, utilisée dans des logiciels comme Google Earth ou Bing. Mais on voit très nettement, donc là j'ai essayé de reprendre à peu près le même point de vue que l'image ici qui a été prise. On voit très nettement que la cassure de terrain à ce niveau-là, à la jonction entre la vallée et le flanc de montagne, a été très adoucie. On voit aussi sur les crêtes ici que ça a été complètement lissé. Donc c'est des données qui sont intéressantes peut-être pour découvrir des sites, mais pas suffisamment précises pour pouvoir calibrer les instruments. Donc on a travaillé avec l'IGN qui nous a gentiment prêté des appareils l'an dernier pour pouvoir mesurer. Et ces appareils, donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Il y a une base. Donc c'est un trépied qui est positionné très précisément, je reviendrai là-dessus, sur un point qui, lui, est un point de référence du site. Un appareil de mesure qui ressemble à ça, donc qui est attaché à la base ici, et un appareil similaire qui se trouve sur la perche qui est là. Et l'antenne qui se trouve à ce niveau-là va aller interroger les différents signaux satellites, récupérer ça, faire le calcul précis, et aussi dialoguer avec une liaison radio avec la base qui est là, de manière à améliorer le signal. En fait, la base qui est là, puisqu'on connaît précisément sa position, on va être capable de calculer les différences de temps de parcours des différents satellites et va ensuite, en fonction de ça, être capable de recaler très précisément cette antenne-là pour tenir compte des perturbations atmosphériques ou d'autres phénomènes qui pourraient ralentir ou accélérer les signaux. Donc typiquement, avec ce genre d'appareillage, on arrive à faire des mesures en altitude qui sont à quelques centimètres près. Donc les appareils tels qu'ils sont calibrés ici, enfin tels qu'ils sont fournis ici, permettent de représenter 3 types de coordonnées, donc qui ressortent directement par le logiciel que l'IGN nous a prêté.
Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc les coordonnées géographiques, je pense que tout le monde les connaît, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, latitude, longitude et altitude, sachant qu'il y a une petite différence entre altitude et hauteur sur laquelle je vais revenir. Il y a un système de coordonnées cartésien donc, qui est normalisé sur l'ensemble de la Terre, qui est relativement simple à manipuler, mais pas pratique pour, pour l'expérience qu'on est en train de mettre en place, qui est tout simplement un axe X, Y, Z centré sur la Terre, en passant par le méridien de Greenwich et le plan XY aligné sur l'équateur. Et puis sinon, la projection qui est la plus utilisée pour la cartographie, c'est ce qu'on appelle une projection Lambert. Donc en fait, c'est un dépliage d'une petite partie de la Terre le long d'un cône qui a été calibré. Donc la Terre est tapissée par petits morceaux de tronc de cône, et un en particulier est adapté à la France métropolitaine, c'est ce qu'on appelle le Lambert 93. Donc c'est un cône qui est centré sur ce méridien ici en 3 degrés est et qui intersecte la Terre en 44 nord et 49e parallèle nord. Donc voilà à quoi ça ressemble. On prend la Terre, on fait passer un petit cône ici qui est pas tangent mais qui intersecte un tout petit peu la Terre, parce qu'en fait ça permet d'améliorer un tout petit peu mieux la projection. Donc ça intersecte la surface théorique de la Terre sur ces deux parallèles. Et ensuite on projette chacun des points de façon orthogonale sur le petit tronc de cône et on déplie le tronc de cône. Donc si on prend la Terre ici, on a donc le tronc de cône qui est limité en haut et en bas par les deux parallèles. Et puis dans la pratique, plus on va s'éloigner de 3 degrés est ici, et plus la projection ici va se courber. Donc dans la pratique, la projection est vraiment valable entre 5 degrés ouest et 10 degrés est. Donc ça, c'est un système qui est normalisé, qui est utilisé par l'IGN, et c'est à partir de ce système de référence que la plupart des cartes sont produites. Donc, qu'est-ce que ça nous a posé comme problème? En fait, les données qui sortent de l'appareil sont les données qu'ils appellent le long de l'axe nord et l'axe est, mais il se trouve que l'axe nord, il n'est pas vertical. Donc, voilà la France, voilà ici 3 degrés est. Le site se trouve à peu près à cet endroit-là sur la Terre, et comme on est légèrement écarté par rapport au méridien de référence, eh bien, il y a une toute petite divergence qui est en fait ici mesurée, que j'ai mesurée de façon numérique sur le site, qui est de 2,44 degrés. Donc il y a une toute petite correction à apporter. L'axe vertical sur le système de coordonnées n'est pas exactement aligné avec le nord. Donc voilà à quoi ça représente. Alors il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire, cette toute petite déviation. Ici, j'ai pris une image d'1 km carré. Donc c'est à peu près l'échelle du site. On va travailler en centaines de mètres. Et il se trouve qu'au coin ici, la petite déviation elle fait quand même 33 mètres, alors qu'on cherche à placer les instruments à quelques centimètres près. Donc il faut absolument tenir compte de cette déviation. Il y a un autre phénomène qui se passe aussi, c'est que comme on fait une projection sur le tronc de cône, il y a une toute petite déformation des longueurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'altération linéaire. Par définition du Lambert 93, donc comme on intersecte à peu près à ce niveau-là et à ce niveau-là avec la Terre, c'est là où on a calibré la projection et le facteur d'échelle pour qu'il y ait une distorsion nulle. Mais tous les points qui sont éloignés de ça introduisent des petites distorsions. Donc ici, voilà une carte de France, je crois que c'est fourni par le site de l'IGN très probablement, où on montre les déformations, donc en particulier ici à Lille et tout au sud de la France. La déformation est supérieure à 1 mètre par kilomètre. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est non négligeable par rapport à l'échelle de la manip. Donc voilà en gros la courbe de déviation. Et à l'échelle du site, on se trouve ici. Donc il se trouve que je dois avoir les valeurs numériques après. Il se trouve que la différence, donc ce petit facteur ici de 0,2 mètres par kilomètre, c'est un petit facteur d'échelle qui s'applique le long d'un axe. C'est un petit étirement le long d'un axe, mais pas l'autre. Mais ce nombre-là est calculé au niveau de la mer. Et en fait, plus on augmente avec l'altitude, et plus avec l'angle, les corrections vont s'amplifier. Et en fait, il se trouve que comme le site est à 2100 mètres,
la correction apportée est de l'ordre de 1 demi-mètre par kilomètre, qui là encore devient la limite de ce dont il faut prendre, non négligeable et dont il faut en tenir compte dans nos calculs. Une autre chose aussi sur laquelle on a un petit peu buté au début, parce que n'étant pas géomètre, on s'est aperçu que les instruments en fait, génèrent ou fournissent deux chiffres. Il y a une altitude et une hauteur. L'altitude correspond à une distance par rapport à un ellipsoïde de référence. Donc c'est en approximant la Terre par une surface géométrique bien ellipsoïde. L'altitude, par contre, se calcule par rapport au géoïde de référence qui, lui, tient compte de la gravité. Et généralement, les données intéressantes sont plutôt en altitude. Altitude constante, ça veut dire qu'on est parallèle aux équipotentiels de gravité, et donc c'est le sens d'écoulement des eaux. Donc typiquement, c'est ce qui est représenté sur les cartes, parce que c'est ce qui est intéressant. Par contre, il y a une certaine déformation, la Terre est bosselée, donc voilà le champ de gravité de la Terre. La Terre est bosselée, et donc les deux surfaces ne se correspondent pas exactement. Donc, les données qu'on sait exploiter directement en sortant du GPS, on sait soit les coordonnées cartésiennes, c'est pas mal, mais c'est relativement simple à manipuler, mais par contre, ce n'est pas du tout aligné par rapport au sol et au site, donc ce n'est pas exploitable directement. Les coordonnées géographiques, qui sont difficiles à mesurer sur le terrain, qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre et à manipuler. Manipuler des degrés sur le terrain, ce n'est pas très parlant. Et en fait, les coordonnées planes, elles sont pratiquement adaptées au calcul qu'on voulait faire, à la manipulation qu'on voulait faire. Elles déforment peu le terrain, elles sont faciles à mesurer, mais il y a quand même cette petite déviation par rapport au nord, il y a cette petite altération linéaire qu'il faut compenser. Et donc en fait, pour la mise en pratique, on a tenu compte de tous ces... On peut tenir compte de toutes ces constantes et on peut calculer un système très légèrement modifié du Lambert 93 qui va nous servir ensuite de référence pour calculer le positionnement de chacun des points qu'on veut mesurer. Donc, comment ça s'est passé? J'ai pris un certain nombre de points fictifs. Donc, voilà la forme de la vallée, qui est approximative, donc à quelques mètres près. Des points fictifs ici qu'on a utilisés pour calibrer. On a fait passer tout ça dans un logiciel qui est fourni par l'IGN et qui permet de faire les différentes transformations de coordonnées. Et ensuite, on regarde comment les différents vecteurs ici sont déformés. On peut mesurer numériquement que l'espèce de gros cube ici, centré sur le centre de la manip, est déformé de façon linéaire à la précision requise, au millimètre près. Donc, les transformations qu'on va devoir appliquer, il suffit de faire des transformations linéaires. Il n'y a pas besoin, en fait, à l'échelle du site, d'aller compenser de façon différente, complètement à l'est et complètement à l'ouest. Il faudra refaire le calcul après de précision si on cherche à refaire le même genre d'expérience sur des sites beaucoup plus grands et voir à partir de quelle taille les transformations linéaires ne sont plus valables. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une projection spéciale, donc qui est un dérivé du Lambert 93. Une chose qu'on peut décider, c'est de la centrer sur un point précis. Donc ici, il y a un rocher qui a été mesuré très précisément par l'IGN en 2010, qui a été gravé. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, il y a une petite croix ici. Et en fait, ça nous a servi de référence pour l'ensemble des mesures, pour positionner avec un fil à plomb et en mesurant très précisément l'antenne de la hauteur de l'antenne de référence, de manière à recalibrer tous les points par rapport à la petite antenne qui se trouve à ce niveau-là. Et ensuite, donc les avantages, j'en ai déjà un petit peu parlé. En gros, on compense les inconvénients du Lambert 93 et on est capable de recalculer toutes les constantes de transformation. Donc juste des ordres de grandeur pour fixer un petit peu les idées. Donc une seconde d'arc sur la Terre en parallèle, en latitude ou longitude. Donc dans la direction nord-sud, ça fait environ 30 mètres. Dans la direction est-ouest, ça fait environ 22 mètres. 1 mètre, donc voilà les transformations en degrés et en secondes du mètre. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est que tout notre système de calibration soit précis au moins au millimètre près, de manière à avoir des mesures qui soient à peu près à l'échelle du positionnement qu'on veut faire pour les miroirs et les différents points d'accroche.
Et donc, ça veut dire en particulier quelque chose d'important, c'est que si on veut mesurer latitude et longitude, on a besoin à peu près de 8 décimales de précision, de manière à obtenir la précision requise. Donc voilà les matrices de transformation, ça c'est juste pour référence, je ne vous demande pas d'apprendre les chiffres par cœur, ils seront rentrés une bonne fois pour toutes dans un logiciel. Et puis on peut aussi transformer, donc ça c'est les coordonnées de notre système de coordonnées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile à traduire en latitude, longitude, et en particulier faire des représentations qu'on va pouvoir importer directement dans des logiciels comme Google Earth, Google Maps ou Bing, pour pouvoir recalibrer par rapport aux photos satellites. Donc voilà le type de tableau qu'on est capable de produire avec les différents systèmes de coordonnées. Donc ceux-là sont fournis directement par les logiciels de l'IGN, et puis les deux coordonnées U et V dérivées à partir des mesures qui ont été faites. Donc comment ça se passe? Donc voilà les différentes valises qu'il faut monter à 2100 mètres avec les antennes. Il faut monter un pied qui n'est pas représenté ici, et puis l'antenne de 2 mètres ici, qui est posée précisément au sol, avec ici l'antenne satellite. En 2010, il y a des gens de l'IGN qui sont passés. Donc voilà le site qu'on a vu tout à l'heure. Juste pour référence, le treuil se trouve ici. Les miroirs nord et sud, les deux petits miroirs qui sont installés doivent être par ici. Le télescope doit être à l'extérieur de la photo par là. Le petit tipi, le camp de base, se trouve ici. Et le point de référence, le rocher, c'est exactement celui-là ici. Donc ça, c'est les mesures qu'on avait à notre disposition, qui sont en gros à 5 cm près en altitude. L'IGN a calibré un certain nombre de rochers, dont certains sont visibles directement sur les photos satellites. Donc on voit bien celui-là, et je pense les rochers qui sont dans le champ ici, qui peuvent nous servir d'une année sur l'autre à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur systématique, et puis de recomparer les mesures les unes par rapport aux autres. Donc, en particulier, on parlait tout à l'heure de s'il y a une déformation de la Terre, des tremblements de terre ou certaines modifications, on pourrait utiliser un certain nombre de points bien caractéristiques et bien repérés au sol pour regarder comment ça dérive d'une année sur l'autre. Ici, j'ai représenté l'origine du repère, donc le petit rocher qui nous sert de référence. Donc en 2012, malheureusement, on n'avait pas, quand on est arrivé sur site, on n'avait pas repéré sur le terrain l'ensemble des points de référence. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de mesurer de façon précise, en fait c'est Martine qui a fait ça, mesurer de façon précise le bord du chemin, et donc elle a marché environ donc, tous les 10 mètres ici et tous les 20 mètres là, sur le bord sud du chemin. Et voilà le résultat de ce qui ressort donc en prenant directement les valeurs numériques, retransférées dans notre système de coordonnées, remappées sur une image que j'ai calibrée, donc une image qui est un peu plus grande, qui fait 1 km par 1 km, sur laquelle j'ai repéré assez précisément les coins. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une très bonne correspondance. Donc on voit même de quel côté de la route Martine a marché. Donc je pense que pour les années suivantes, en fait, c'est important d'avoir quelques points de référence visibles qu'on puisse valider sur les photos satellites pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur systématique. Et donc en 2012, on a apporté des améliorations sur les mesures qui avaient été faites en 2010. Donc d'abord, il y a toute une zone ici qui n'avait pas été couverte, qui se trouve dans les mélèzes, donc qui a été un petit peu balayée. Ici, on a cherché, donc, les lignes qui se trouvent là, c'est des points de mesure le long de trajet. On a cherché à mesurer de façon cohérente les lignes de crête, donc à la fois faire des coupures transversales et des coupures ici le long des lignes de crête parallèles au torrent, de manière à bien pouvoir modéliser les cassures de terrain de façon un peu plus précise que des points aléatoires tels qu'ils étaient positionnés par l'IGN. Et puis il y a une chose, donc on a été capable de mesurer aussi, on est monté sur les points qui nous manquaient, donc il y a, je pense que là ça doit être le télescope qu'on doit voir ici, le point d'accroche complètement au sud qui lui a été mesuré de façon précise. Et par contre au nord, donc le point d'accroche nord qui se trouve ici, on n'a pas été capable de le mesurer, tout simplement parce que notre base de référence où se trouve l'antenne ici, est ici, et qu'entre les deux, il y a une grosse barre rocheuse qui empêche le signal radio de passer. Donc les deux antennes n'ont pas pu communiquer, et on n'a pas été capable de capturer ce point-là. Donc si on refait des mesures l'année prochaine,
ce qu'il faudra faire, donc soit on mesure avec un autre système, avec un théodolite par exemple, soit il faudrait dans ce cas-là déplacer temporairement la base sur un point qui se trouve ici dans la vallée de façon calibrée, faire un ensemble de mesures sur toute la partie haute qui est là, et ensuite recaler par rapport au point suivant. Donc tout ça, c'est des petits détails pratiques qu'on trouve, qu'on apprend au fur et à mesure des différentes expériences. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut exploiter tout ça. Donc on peut rentrer tout ça dans... Ouais, on voit bien ici. Donc on peut rentrer tout ça dans un petit logiciel qui est en cours de construction. Ici, ce qu'on représente, c'est la sphère, la partie utile de la sphère. Ici, qui est cachée derrière tout ça, il y a les courbes de niveau et les élévations qui ont été calculées. Et ce qu'on représente, dans toute la partie verte, c'est la partie qui se trouve, pour laquelle le sol, enfin, la sphère se trouve au-dessus du sol. Donc on peut potentiellement installer des miroirs. La partie rouge, c'est celle où la sphère passe sous le sol. Donc c'est pas bon, il faudrait creuser. Et puis, à partir de... Donc ici, l'échelle va du vert clair au noir. Noir, c'est 4 mètres de haut. Et je pense que c'est vraiment la limite de la hauteur à laquelle on pourrait installer des trépieds. Et donc, ensuite, on peut, tout ce qui va se passer, c'est on peut commencer à jouer avec le positionnement de la sphère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on déplace la sphère sur le terrain pour essayer de l'optimiser. On peut la déplacer verticalement, donc en la faisant monter et descendre. Bien sûr, donc plus je la fais descendre et plus elle va intercepter avec la surface du terrain, plus elle va monter et plus elle va se retrouver au-dessus du sol. Et donc un positionnement, donc là j'ai dû me déplacer un tout petit peu par rapport au premier positionnement calculé. Mais un positionnement ici, en fait, c'est pas mal. Quasiment l'ensemble de la surface est verte et relativement claire. Donc ça veut dire qu'on est à quelques mètres au-dessus du sol, a priori dans une zone qui serait exploitable. Donc à l'aide de ce genre de mesures, en fait, on peut commencer à chercher les différents points. L'idée, c'est ensuite de commencer à jouer avec, ici, donc là, on peut augmenter le rayon de la sphère. Donc qui dans ce logiciel, pour le moment, ça va, je crois que je l'ai fait varier de 100 à 300. Mais si on voulait essayer de calibrer une très grosse sphère de 700 mètres de rayon et les 200 mètres de diamètre au sol, comme ce dont parlait Antoine tout à l'heure, il suffirait de regarder ici, ajuster les paramètres du logiciel et commencer à chercher de façon itérative ou positionner de façon optimale l'ensemble du système de manière à pouvoir monter un télescope un petit peu plus loin. Donc, une autre chose aussi qui pourra être utile au vu de ce qu'on a appris cette année, il s'est trouvé que c'était relativement difficile de se repérer sur le terrain. Donc, une autre application ici que je peux montrer, alors je ne sais pas si on va voir, on ne va pas le voir sur l'iPad, mais ce n'est pas très grave. En fait, sur l'iPad, je fais tourner exactement le même logiciel que celui qui est là. Et on peut en fait, de façon itérative, se déplacer sur la carte et voir, en fait, donc, en déplaçant ici la mire, voir exactement un point particulier, donc un rocher ici qu'on pourrait aller repérer au sol, trouver interactivement les coordonnées correspondantes par rapport à l'image satellite, et ensuite aller se positionner assez précisément avec la perche pour aller mesurer ce point-là. Donc c'est voilà des exemples d'outils qui pourraient être utilisés pour améliorer et capturer des points de façon un peu plus rapide l'an prochain, si on a des données plus précises à mettre en place. Voilà, donc je voulais juste conclure sur le fait que tout ce qu'on a appris et les petits logiciels qu'on est en train de mettre en place pourraient être utilisables dans d'autres contextes. Il suffit de les alimenter avec les bonnes données. Et en particulier, sur des versions beaucoup plus grandes d'un autre hypertélescope, on pourrait réexploiter tout ce qui a été appris pendant les manips. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe, remercier l'IGN. Je pense que c'était une très bonne expérience pour moi. Je ne suis pas de la partie, je ne suis pas astronome, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Antoine et travailler avec tous les gens du projet.